Néphroprotection, qui était un sujet que normalement on aurait peut-être plutôt dû traiter en fin de séminaire. Mais pour des raisons d'organisation, c'est moi qui m'y colle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle intègre un petit peu les notions de physiopathologie dont on va vous parler notamment demain ou mardi matin avec la néphropathie diabétique par exemple. Mais je pense que c'est un sujet que vous connaissez, que vous avez déjà appréhendé. Et comme vous allez le voir, ce que je vais essayer de faire, c'est à la fois de vous montrer que toute notre pratique repose sur un certain nombre d'études plus ou moins solides, et d'autre part, vous donner les dernières recommandations concernant la prise en charge de nos malades hypertendus protéinuriques. Donc je vous rappelle que le vrai sujet du néphrologue, c'est d'éviter justement cette catastrophe qui est la progression rapide des néphropathies, notamment protéinuriques, mais pas que, vers l'insuffisance rénale terminale. Et vous voyez qu'à partir du moment où ça commence à décrocher, en général quand les malades commencent à avoir un DFG inférieur à 60, eh bien pour beaucoup de néphropathies, le rythme de progression est d'environ 8 à 12 millilitres par minute et par an, le pire étant sûrement la néphropathie diabétique non prise en charge, donc restant hypertendue et très protéinurique. Donc notre métier au quotidien, eh bien, c'est celui-là, c'est de détecter et de prendre en charge le plus tôt possible les patients, puisque plus on les prend en charge tôt, plus on est capable d'envisager une situation de rémission. Et en tout cas, si on les prend en charge plus tardivement, eh bien, c'est d'essayer, en contrôlant les facteurs de progression les mieux identifiés, que sont a priori l'hypertension et la protéinurie, d'éviter cette dégringolade à 12 millilitres par minute et par an, et on sait que pour beaucoup de patients, on est capable de réduire à 4 millilitres, voire à 2 millilitres par minute et par an, ce qui a un impact naturellement sur le temps de prise en charge en dialyse. Alors, on va avoir, et on va se concentrer sur les deux grands facteurs sur lesquels on essaye d'agir au quotidien, qui sont l'hypertension et la protéinurie. En ce qui concerne l'hypertension, depuis une quinzaine d'années, pour quelques millimètres de mercure, on a droit à une foire d'empoigne entre experts. Et là, bon, vous ne voyez pas très bien, mais on a toutes les recommandations américaines, européennes, françaises, elles datent un peu, et les dernières cas de LIGO de 2012. Donc, on va essayer de voir sur quoi tout repose, et je vous propose, pour démarrer et nous mettre un petit peu dans l'ambiance, un patient que vous avez sûrement déjà vu à plusieurs reprises. Voilà, 55 ans, tabagique, diabétique de type 2, il a déjà fait un infarctus. Il a donc été mis sous IEC après son infarctus, et puis il a eu un épisode diarrhéique, la créatine s'est élevée, on a arrêté l'IEC, et du coup il est traité par bêta-bloquant, alpha-bloquant, inhibiteur central. Bon, voilà, je ne vous demande pas déjà des commentaires sur ce trio d'antihypertenseurs. Sa pression artérielle n'est pas contrôlée, il est obèse, et il a un bilan qui, naturellement, peut inquiéter, puisqu'il a déjà une insuffisance rénale, avec une protéinurie relativement conséquente, à 25 par jour, une natriurèse à 170 mg par 24 heures. Et donc, je vous pose des petites questions pour démarrer, qui sont super simples, bien évidemment, c'est juste pour nous échauffer. Donc, compte tenu de la situation rénale, vous préconisez quelle cible? Alors, je les ai même mis sur Socratif, mais bon, on ne va pas perdre de temps tout de suite, on y reviendra tout à l'heure. Donc, qui prend 150 sur 90? Personne. 140 sur 90? Oui? Ah, ça frémit. 2, 3. Ok. 130 sur 80? Bon, voilà, c'est une adhésion. Et 125 sur 75? Oui? Non? Tu es espagnol? Non, non, parce que bon... le dernier topo où j'ai entendu 125 sur 75, c'était à l'EDTA la semaine dernière, où on avait un éminent collègue espagnol qui a défendu cette cible. Donc, c'est pour te dire que tout, éventuellement, peut s'envisager, peut-être à part le 150 sur 90. Ok, toujours avec ce même malade, donc vous envisagez de modifier son traitement. Alors, IEC seul? Oui, non? ARA2 seul, personne. Un bloqueur du SRA et un diurétique casidique. Oui, quand même, quelques-uns. Ok. Et puis,
Anticalcique dihydropyridinique. Voilà, ils ont du mal, les pauvres anticalciques. Hein, ok. D'accord. Et puis enfin, pour terminer, alors là, je suis curieux de savoir ce que vous allez me dire. Donc vous ciblez un débit de protéinurie à moins de 3 grammes par jour. Bon, il est à 1,50 g, ok. Moins de 1 gramme par jour. Ok, donc vous êtes plus ambitieux. Moins de 0,5 g par jour. Voilà. Et moins de 30 mg d'albuminurie. Donc personne ne met la barre aussi haut, quoi. Faire disparaître. Bon, ok. Pas de cible particulière. Est-ce que quelqu'un dit pas de cible particulière? Vous avez vu des cibles dans les recommandations? Ok, on va revoir tout ça. Et enfin, dernière petite question, un double blocage, vous pensez que ça a une meilleure efficacité antihypertensive dans cette situation? Oui, non? Plutôt non, ok. Une meilleure efficacité antiprotéinurique? Plutôt pas? Ok. Bon, vous êtes un petit peu intoxiqué par on target. Bénéfice sur la progression d'insuffisance rénale? Un double blocage? Personne dit oui. Si, 2, 3, 4, 5, bon, ok. Et un bénéfice sur les événements cardiovasculaires. Un bénéfice sur les événements cardiovasculaires. Donc, bon, ok. Donc, personne ne répond oui à aucune des 4 réponses là. Hein. C'est ce dont je veux être sûr. À part 2, 3 qui ont frémi, même sur les 2 premières. Ok, retenez vos réponses quand même pour la suite. Bon, voilà, allez. Les études importantes, je passe, vous les avez, je les ai mis sur la diapo, mais c'est pour vous montrer que depuis 15 ans, il y a eu des tas d'études menées de façon différente et avec des populations de patients également différentes, diabétiques, non diabétiques, très protéinuriques ou non, et enfin avec des molécules également différentes, notamment IEC, Zartan, éventuellement anticalciques. Donc 4 questions auxquelles va falloir éventuellement répondre. Les sites de pression artérielle, la néphroprotection par le blocage du SRA, comment optimiser le blocage et les autres pistes de néphroprotection. Alors pour la pression artérielle, je vous propose de commencer par les études épidémiologiques et cliniques qui tendent à montrer que l'hypertension artérielle, c'est intuitif, mais je crois qu'il faut avoir en tête les grandes études épidémiologiques qui ont confirmé ça, que l'hypertension artérielle est délétère sur le plan cardiovasculaire et également notamment pour le rein. Donc je vous cite cette étude de la Kaiser Permanent Study, qui est une étude menée en fait par des docteurs qui se sont accoquinés avec une assurance californienne avec 2,5 millions sujets adhérents, et ce qui leur donne en fait un pool de sujets à analyser particulièrement important et intéressant. Ils ont sélectionné près de 300 000 patients, donc suivis entre 64 et 85, ils avaient un DLG normal, et ils ont regardé en fait en fonction du niveau de pression artérielle. Alors vous ne voyez pas très bien, mais on passe d'optimal, normal à normal haute, puis au stade classique 1, 2, 3, 4 d'hypertension artérielle, et vous voyez que finalement, plus la pression artérielle est élevée, plus on a un risque d'événement, et ici c'est l'insuffisance rénale terminale. Et vous voyez que globalement, les diabétiques, eh bien, ils décrochent bien avant les sujets non diabétiques en termes de risque, c'est-à-dire que pour un stade 1 d'hypertension, voire normale haute, c'est-à-dire entre 130 et 140, eh bien, ils ont un risque augmenté. Et le deuxième élément dans cette étude, c'est que vous voyez que entre les sujets afro-américains et les sujets de race blanche, eh bien, vous voyez qu'il y a une grande différence et que les Noirs sont beaucoup plus exposés au risque d'insuffisance rénale terminale, ce qui, soit dit en passant, pose un vrai problème, notamment dans le cadre du donneur vivant dans cette population. Si on s'adresse par exemple maintenant à des diabétiques et des diabétiques de type 1, eh bien, dans cette étude qui est tirée en fait de la cohorte DCCT, qui est une cohorte danoise qui s'intéressait de près à des études d'intervention chez les diabétiques de type 1, eh bien, vous voyez que là encore, le risque que confère l'hypertension artérielle, là ici, l'augmentation par 10 mm de mercure de pression artérielle systolique, est surtout visible, non pas chez les sujets normaux albuminuriques qui sont relativement préservés, mais chez les patients qui ont soit un DFG inférieur à 60 ml par minute,
soit chez des patients qui ont une macroalbuminurie, c'est-à-dire plus de 300 mg par jour de protéinurie. Et enfin, dernière étude, toujours de la Kayser permanente, mais qui est également intéressante, où on s'intéresse ici, en fait, au seuil de pression artérielle optimal dans les populations diabétiques et non diabétiques vis-à-vis du risque de mortalité ou d'insuffisance rénale terminale chez des hypertendus traités. Et donc, ce que vous pouvez constater, c'est que le risque donc A1, donc le plus faible, s'observe pour un niveau de pression artérielle plus bas chez les diabétiques que chez les non-diabétiques, et que également, en gros, les diabétiques sont plus exposés à des niveaux, à des événements cardiovasculaires ou à l'insuffisance rénale terminale quand la pression artérielle est au-dessus de 130, et en fait, ils sont un peu plus préservés que les non-diabétiques quand la pression artérielle est en dessous de 130. Et donc, tout ceci va se retrouver dans un certain nombre d'études où finalement on recommande une pression artérielle relativement basse chez les diabétiques. Donc le diabétique hypertendu traité tolère a priori, en tout cas dans cette étude épidémiologique, un peu mieux les pressions artérielles basses. Alors maintenant passons aux études épidémiologiques ou les études d'intervention où on disposait de critères rénaux comme principaux objectifs. Et là il y a une étude qu'il ne faut pas louper, qui est vraiment une étude pivot, un peu fondatrice de la réflexion sur la néphroprotection, qui est l'étude MDRD. Donc une étude où on a modifié la diète chez des patients qui avaient une maladie rénale, et cette modification de la diète concernait en fait les apports en protéines, mais c'était une étude à plusieurs facteurs, et dans le deuxième plan factoriel, il y avait la pression artérielle. C'est là-dessus naturellement qu'on va s'intéresser tout de suite. Et vous voyez que dans l'étude MDRD, qui a été menée dans les années 90, qui a été vraiment une grande étude révolutionnaire, eh bien, les patients étaient assignés en fait à deux niveaux de pression artérielle. Une pression artérielle, on va dire usuelle, avec une pression artérielle moyenne, et c'est ça le point qu'il faut retenir, c'était une pression artérielle moyenne à 107 mm de mercure dans un bras usuel, et puis un bras contrôleux plus strict, avec une pression artérielle moyenne à 92. En gros, 107 mm de mercure, ça fait 140 sur 90, et 92, ça fait à peu près 125 sur 75 mm de mercure. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé dans le groupe des patients qui avaient un DFG entre 25 et 55, que les patients qui étaient les plus protéinuriques, ici on parle en fait de déclin du débit de filtration glomérulaire, eh bien vous voyez que chez les patients qui sont les plus protéinuriques, qui ont plus de 3 grammes de protéinurie, eh bien il y avait un bénéfice au profit des patients qui étaient les mieux contrôlés sur le plan de la pression artérielle. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence pour les patients qui étaient entre 1 et 3 grammes et pas de différence pour les malades qui avaient 1 gramme. Et donc, ce bénéfice du contrôle strict de la pression artérielle dans MDRD ne concernait qu'en fait que 54 patients sur les 800 qui étaient inclus dans l'étude. Et quand on s'adresse aux patients qui avaient un DFG plus bas, eh bien là, il n'y a pas de différence significative entre les deux bras, contrôle strict et absence de contrôle strict. Néanmoins, cette étude a tiré vers le haut, on va dire, un certain nombre de méta-analyses ultérieures, et c'est à partir de cette étude que finalement la recommandation dans les années 2000 d'avoir un niveau de pression artérielle à 125 sur 75 chez les malades protéinuriques, et même chez ceux qui avaient moins de 3 grammes, en a découlé. Et donc on a vécu longtemps avec le 125 sur 75 comme cible de pression artérielle. Alors, comme je l'évoquais, à la suite de l'étude MDRD, il y a eu un certain nombre d'autres études qui étaient peut-être moins importantes, mais qui ont été poulées dans cette méta-analyse de Jaffar, et qui également a été assez percutante, et qui montrait bien que, en fait, le risque de progression de l'insuffisance rénale était lié au niveau de pression artérielle ici systolique, mais surtout chez les malades en violet qui avaient une protéinurie supérieure à 1 gramme par jour. Et déjà, ce qu'on peut observer dans la méta-analyse de Jaffar, qui n'avait pas été pointée d'emblée, c'est que finalement, les patients chez lesquels on baissait trop, qui avaient une pression artérielle trop basse, ici inférieure à 110, ne profitaient pas de cette protection, en tout cas, étaient exposés également à un risque de progression. Donc du coup, dans ces années, eh bien, on était confiné au lower is better,
Et dans les années suivantes, on s'est quand même posé des questions pour savoir sur quoi reposait toute cette affaire-là. Donc ça, c'est le cauchemar du néphrologue des années 2005 qui se réveille brutalement la nuit en disant « mais est-ce que si tout ça était faux ?» Donc sur quoi repose le 130 sur 80 ? Eh bien, sur pas grand-chose en fait, puisque l'étude MDRD, comme je vous l'ai montré, en fait, quand on la prend en entier, eh bien, elle ne montre pas de différence entre le groupe contrôlé enfin strict contrôle et le groupe avec une pression artérielle basse. Absence de différence entre le contrôle strict et le contrôle usuel. Et le point important qu'il faut avoir en tête sur l'étude MDRD, qui a été publiée et identifiée que beaucoup plus tard, c'est que, comme je vous l'ai dit, elle s'appuyait sur des cibles de pression artérielle moyenne. Or, quand on s'appuie sur des cibles de pression artérielle moyenne, on se retrouve, par exemple, dans le bras contrôle strict, avec des patients qui avaient une systolique entre 98 et 154 mm de mercure. Et pour le bras 140 sur 90, plutôt le bras 107 mm de mercure de pression artérielle moyenne, on avait des patients qui étaient entre 103 et 163 mm de mercure aux extrémités. Et donc, on se rend bien compte que, à partir de ça, mettre une cible de pression artérielle à 125 sur 75, ça n'avait pas trop de sens. Autre étude à connaître et à avoir en tête, c'est l'étude ASK qui a été menée chez les Afro-Américains et qui a inclus des Afro-Américains qui avaient une insuffisance rénale modérée à sévère et qui étaient relativement peu protéinuriques, comme vous le voyez ici, avec un ratio inférieur à 2,5 et qui étaient hypertendus. Et dans cette étude également, on a assigné deux niveaux de pression artérielle, un usuel 140 sur 85 et un avec une pression artérielle basse à 130 sur 80. Et vous voyez qu'à l'arrivée, au bout de 4 ans, eh bien, il n'y avait pas de différence en termes de perte du débit de filtration glomérulaire entre les deux groupes, en tout cas dans cette population de Noirs américains. Alors ce qui est amusant, c'est que, en fait, 10 ans plus tard, on a repris ces patients, donc les résultats à long terme, et on a regardé la différence entre les deux cohortes qui s'étaient nettement rapprochées, vous voyez, plus de 3 mm de mercure sur la systolique, et néanmoins, il ne faut pas oublier que pendant 4 ans, ils ont été surveillés avec deux niveaux de pression artérielle très différents, et néanmoins, on voit que chez les patients qui n'avaient pas de protéinurie, il n'y a aucune différence entre les niveaux de pression artérielle. En revanche, chez les patients qui avaient une protéinurie, mais vraiment modérée, puisque le ratio était à 0,2, eh bien, il y a une petite différence, pas énorme, mais il y a une petite différence entre le contrôle strict ici et puis le contrôle usuel. Donc, petit bénéfice, malgré tout, sur le long terme, à avoir un contrôle strict à 130 sur 80 chez ces sujets. Ceci n'est pas retrouvé partout. L'étude Rhin par l'équipe de Remuzzi à Bergame a essayé également, après la phase initiale de son étude, avec le ramipril qui a montré l'effet bénéfique du ramipril dans les néphropathie protéinurique, a essayé de donner deux niveaux de pression artérielle aux cohortes qui étaient ensuite confondus. Vous voyez qu'entre un bras conventionnel et un bras avec un contrôle intensif qui était assuré en fait par un anticalcique de type dihydropyridinique, eh bien, après 4 ans de suivi, il n'y avait pas de différence sur le risque d'insuffisance rénale terminale. Alors, qu'est-ce qui pêche encore une fois dans toutes ces études qui sont importantes, mais qui ont des limites que j'ai essayé de vous souligner, c'est que le premier point, c'est que MDRD, rénal et IDNT, dont on va reparler dans quelques minutes, qui sont des études qui ont été menées chez des patients diabétiques de type 2, qui avaient des cibles de pression artérielle relativement élevées, 140 sur 90, 135 sur 85, eh bien, dans ces études, en fait, pas plus de 50% des patients n'atteignaient les cibles. Donc, encore une fois, c'est difficile de faire ensuite des propositions de recommandations à partir d'études pour lesquelles, en fait, les cibles n'ont pas été atteintes. Alors, finalement, au bout d'un moment, quand on a beaucoup d'études, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une méta-analyse, il y en a eu plein. Je vous livre une des dernières là, c'est un chinois, celui qui sait comment ça se prononce, je le remercie, LV, bon, voilà, ça se dit peut-être LV, mais bon. Dans le CJASN de 2013, et en fait, qui montre dans cette méta-analyse, qui reprend des études avec plus ou moins de patients, enfin bon, il y a quand même celle d'Apple et celle de Rhin, que c'est les malades protéinuriques, malgré tout,
qui bénéficient d'un contrôle intensif, c'est-à-dire en gros moins de 130 sur 80. Alors, un point important, c'est que les néphrologues sont obsédés par la néphroprotection, mais quand vous allez dans des congrès raconter ça à des cardiologues, ils vous sourient pas trop au nez parce qu'ils sont polis, encore que les cardiologues, mais bon, mais enfin, ils vous disent, et ils n'ont pas tort, c'est que nous, les néphrologues, on est obsédés par la néphroprotection, etc. et tout, mais malgré tout, si les malades meurent en ralentissant la progression de l'insuffisance rénale, on n'a quand même pas gagné. Et donc, ralentir la progression, c'est bien, mais ne pas mourir dans le même temps du cœur, c'est mieux. Et du coup, un certain nombre d'études ont été menées récemment, qui ont eu pour objectif, en fait, sur des événements cardiovasculaires durs, chez des malades à haut risque cardiovasculaire, là je vous cite l'étude ACCORD, qui a été menée chez des diabétiques de type 2, de voir l'effet, bénéfique ou non, de deux niveaux de contrôle de pression artérielle, là encore un niveau de pression artérielle usuel, et un niveau de contrôle strict, ici à 120 mm de mercure pour la systolique. Et dans l'étude ACCORD, eh bien, en fait, il n'y avait pas de différence significative sur les événements cardiovasculaires entre le contrôle strict et le contrôle usuel. En d'autres termes, il n'y a pas de bénéfice à baisser la pression artérielle des diabétiques de 140 à 120 mm de mercure pour la systolique. Sauf, comme on le retrouve la plupart du temps quand on s'adresse à la pression artérielle systolique, pour les AVC, où malgré tout, il y avait un petit bénéfice pour les AVC avec un nombre de patients à traiter pendant 5 ans à 120 systoliques de 89. Voilà. C'est quand même un nombre relativement important. Deuxième étude qui est parue assez récemment, donc en fin 2015, qui est l'étude SPRINT. Et dans l'étude SPRINT, là aussi, on s'est intéressé, là pour le coup, à des sujets qui étaient non diabétiques, qui étaient à haut risque cardiovasculaire, avec là encore deux niveaux de pression artérielle, en gros 140 versus 120, et un critère de jugement principal composite, l'infarctus du myocarde, les syndromes coronariens, l'insuffisance cardiaque, les AVC et les décès cardiovasculaires. Et donc ils ont inclus 9400 patients qui ont été randomisés entre intensif et standard, et à l'arrivée, dans l'étude SPRINT, contrairement à l'étude ACCORD, eh bien vous le voyez, d'abord ils ont obtenu les objectifs en termes de cible de pression artérielle, 140, 135 ici, même un peu plus dans le groupe standard, et puis à peu près 120 ici dans le groupe traitement intensif. Et vous voyez que dès la première année, en fait, les courbes se séparent et on conclut en fait à un bénéfice en ce qui concerne le contrôle de pression artérielle stricte. Alors oui, c'est bien ça, mais qu'en est-il des 3000 patients de SPRINT qui avaient un DFG inférieur à 60? Ben, vous voyez que en fait, dans SPRINT, ceux qui avaient en fait une insuffisance rénale modérée, moins de 60 de DFG, eh bien, ne profitez pas de ce contrôle de pression artérielle stricte, moins de 120 mm de systolique, de mercure pour la systolique, et de même que le patient, qu'un certain nombre de patients, et en fait, en gros, pour résumer, je vous l'ai mis ici, qui profite du contrôle strict dans SPRINT, c'est l'homme âgé, j'aurais dû mettre une virgule, âgé, sans maladie rénale, non noir, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans le papier, sans antécédent cardiovasculaire et avec une pression artérielle initiale qui est déjà relativement basse, inférieure à 132. Voilà, en gros, dans ce diagramme, voilà ce que vous pouvez tirer de SPRINT. En tout cas, on n'y retrouve pas nos patients insuffisants rénaux. Et puis pour terminer, je ne l'ai pas mis ici, vient d'être publiée la semaine dernière l'étude HOP3 qui concerne des patients à faible risque cardiovasculaire et qui ont eu également 2 niveaux de pression artérielle qui leur a été assignés avec des résultats qui sont naturellement pas très différents, puisque en gros, quand on a un faible risque cardiovasculaire, on n'a pas intérêt à vous faire baisser trop la pression artérielle, donc vous pouvez s'y attendre un petit peu.
Donc le point, malgré tout, dans SPRINT, qui a été identifié et qui intéresse les néphrologues, et auquel les néphrologues, naturellement, peuvent s'attendre, c'est qu'on avait dans le groupe intensif beaucoup plus d'épisodes d'insuffisance rénale aiguë, notamment quand les patients qui avaient déjà un niveau de pression artérielle basse avaient des épisodes de déshydratation, etc. Donc pour le moment, ces études, en tout cas, ne nous donnent pas d'informations très claires, puisqu'elles n'étaient pas désignées pour ça au départ, sur le niveau de pression artérielle à administrer, à proposer à nos malades insuffisants rénaux. Et puis dernier point également qu'il faut toujours avoir en tête sur cette affaire de cible de pression artérielle, c'est que quand on reprend l'étude IDNT qui a été menée chez les diabétiques de type 2, traitée par Zartan donc au début des années 2000, dans cette étude où on a montré le bénéfice du Zartan, qui était en l'occurrence l'irbésartan, sur la progression de l'insuffisance rénale, quand on regarde ce qui se passe dans IDNT sur le long terme, on voit qu'effectivement, baisser la pression artérielle en termes de risque de doublement de la créatinine ou d'insuffisance rénale terminale, c'est bien, encore que ça commence à plafonner aux alentours de 120 mm de mercure, entre 120 et 130, mais clairement, chez les malades chez lesquels on baisse en dessous de 120, dans IDNT, on multiplie le risque de mortalité de 50%. On l'augmente de 50%, donc là encore, chez nos malades insuffisants rénaux, et a fortiori diabétiques, ne pas trop baisser la pression artérielle. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les KDIGO récemment ont modifié les cibles de pression artérielle, qui étaient jusqu'alors à 125 sur 75, et les ont remontés à 130 sur 80. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, aucun essai ne démontre clairement qu'une cible de pression artérielle inférieure à 130 sur 80 est supérieure à une cible inférieure à 140 sur 90. Donc du coup, en bon normand, ce qui ne sont pas les experts des KDIGO, ont opté pour 130 sur 80. Et puis les KDIGO, voilà, je vous les passe rapidement. Globalement, quand vous avez une albuminurie qui est inférieure à 30 mg par 24 heures, la cible c'est 140 sur 90. Et dans toutes les autres situations, à partir du moment où vous avez une microalbuminurie, que vous soyez diabétique ou non, la cible de pression artérielle c'est 130 sur 80. Alors, les stratégies de néphroprotection, donc là je vais accélérer un petit peu. Donc je vous rappelle ce que vous savez parfaitement bien, et on vous y reviendrait avec Piprieux mardi, que dans la néphropathie diabétique, il existe des modifications structurelles, mais également hémodynamiques. Et si on s'intéresse juste aux modifications hémodynamiques, vous savez qu'il existe une hypertension intraglomérulaire associée à l'hyperfiltration et qui est liée en fait à un déséquilibre entre les résistances efférentes et les résistances afférentes. D'où l'intérêt des bloqueurs du système rénine-angiotensine qui vont lever les résistances efférentes et permettre en fait de maintenir le débit plasmatique rénal, de diminuer la pression de filtration glomérulaire et de protéger en fait le glomérule en diminuant l'hypertension glomérulaire. Donc là encore, pour faire court, les KDIGO vous disent que chez les patients qui ont une albuminurie significative au-delà de 30 mg par jour, les molécules recommandées sont les bloqueurs du système rénine-angiotensine, à savoir les IEC ou les ARA2. Alors, quelques petits points quand même concernant l'utilisation des bloqueurs du système rénine-angiotensine dans diverses situations. Alors, en ce qui concerne la néphropathie diabétique, la première question qui se pose, par exemple, c'est voilà, j'ai un diabétique hypertendu, il n'est pas encore microalbuminurique, est-ce que j'ai intérêt à le traiter par un bloqueur du système rénine-angiotensine? Alors la réponse est apportée par l'étude Bénédicte que l'on voit ici, donc qui est une étude italienne, encore le groupe de Bergame, et qui montre que quand on met une association de trandolapril, enfin plutôt qu'on utilise le trandolapril versus un placebo, on top d'un autre traitement antihypertenseur, on réduit de façon significative l'incidence, donc la survenue de la microalbuminurie chez ces diabétiques de type 2. Alors l'ambiance est un petit peu gâchée par l'étude Roadmap,
qui en fait s'est intéressé également à la survenue de la microalbuminurie chez des patients diabétiques, avec une cible de pression artérielle à 130/80. L'étude en fait est positive en ce qui concerne la survenue de la microalbuminurie. Vous voyez, sous olmesartan, il y a moins d'incidence de microalbuminurie, mais patatras, il y a plus d'événements cardiovasculaires. Donc vous aurez moins de microalbuminurie, mais un petit peu plus d'événements cardiovasculaires, ce qui n'est pas sympathique non plus pour le patient. Bon, bref, voilà, je vous ai montré ces deux études. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est que chez le patient diabétique de type 2 hypertendu, pour prévenir la néphropathie et notamment la survenue de la microalbuminurie, si on doit choisir un antihypertenseur, peut-être plutôt prendre un bloqueur du système rénine-angiotensine en faisant attention à ne pas trop baisser la pression artérielle. Et en tout cas, chez le normotendu, il n'y a aucune indication à utiliser de façon préventive un bloqueur du système rénine-angiotensine. Alors, une fois que la néphropathie diabétique est installée, je rappelle que chez le diabétique de type 1, l'affaire est considérée comme un peu pliée depuis 1993, avec la première grande étude d'intervention avec un bloqueur du système rénine-angiotensine, qui était le captopril, et qui a montré un bénéfice sur la progression de la néphropathie du diabète de type 1 par rapport aux autres traitements antihypertenseurs. Et puis en ce qui concerne le diabète de type 2, l'affaire a été étudiée 7 ou 8 ans plus tard avec la mise sur le marché des sartans. Il y a 3 études qu'il faut avoir en tête, c'est Rénal avec le losartan, IDNT IRMA 2 avec l'irbesartan, et qui ont toutes montré en fait un bénéfice en termes de préservation de la perte de filtration glomérulaire. Ici on a le débit de filtration glomérulaire gagné dans les groupes traités par Zartan. Alors ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que dans toutes ces études, c'était pas un malade traité par IEC ou par Zartan et puis de l'autre côté un traitement par bêta-bloquant ou anticalcique. Non, dans tous ces groupes-là, les patients avaient besoin d'au moins 3 antihypertenseurs pour essayer d'obtenir des cibles de pression artérielle dont je vous ai dit qu'elles étaient atteintes que dans 50% des cas. Alors, pour les néphropathies protéinuriques non diabétiques, plusieurs études, l'étude EPRI notamment, mais aussi l'étude Rhin, qui a été publiée dans le Lancet en 1998 et qui a été largement exploitée par la suite, et qui a montré le bénéfice d'un traitement par bloqueur du système rénine-angiotensine, en l'occurrence le ramipril, sur un nombre relativement restreint de patients, hein, il n'y avait que 51 patients versus 46 dans cette étude, donc il n'y avait que 100 malades dans l'étude Rhin, mais il y a eu au moins 25 papiers avec cette étude, donc voilà, je vous la cite et elle montre clairement un bénéfice en termes de préservation de la perte de débit de filtration glomérulaire. Alors, 2 petites questions rapides qui sont souvent posées en pratique clinique. Est-ce qu'on peut continuer à prescrire les bloqueurs du SRA chez les patients qui ont une IRC sévère, donc stade 4, et existe-t-il un bénéfice? Alors il y a toujours cette étude chinoise qui est présentée dans ce cas de figure, et qui montrait en fait que chez des patients qui avaient une insuffisance rénale relativement sévère, mais vous voyez le panel va de 20 à 70 ml par minute, et bien que le groupe qui bénéficiait en fait, d'une titration vers le haut, soit d'un IEC ou d'un Zartan, avait une moindre occurrence des événements rénaux et de décès que le groupe qui était à dose fixe, soit de bénazepril, un IEC, soit de losartan. En d'autres termes, dans cette étude, titrée vers le haut jusqu'à ce que la tolérance ne suive pas, les bloqueurs du système rénine-angiotensine apportaient un bénéfice en termes de préservation du risque d'insuffisance rénale terminale ou de décès. Alors ça, c'est une chose. C'est vrai qu'en pratique clinique courante, un malade qui est protéinurique à 25 ml de DLG, eh bien, on a tendance à lui poursuivre son bloqueur du système rénine-angiotensine. Alors malgré tout, je vous montre quand même cette étude que je trouve amusante et qui, je crois, correspond quand même relativement bien à certaines réalités, qui a été menée chez 52 patients dont la moitié était diabétique, qui étaient relativement peu protéinuriques, moins de 1 g par jour, âgés, et qui ont été suivis pendant 1 an. Donc ces malades, globalement, on peut imaginer qu'ils étaient plutôt sur un mode vasculaire, peu protéinurique, âgés, etc. Et vous voyez que
ils ont pris l'option d'arrêter les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Bien que chez 32 patients, en fait, il y avait une amélioration du débit de filtration glomérulaire, que chez 8 d'entre eux, il y avait une stabilisation du débit de filtration glomérulaire, et que seulement chez 4 d'entre eux, et qui étaient ceux qui étaient les plus graves, ils étaient à 10 millilitres déjà par minute, donc on comprend bien que les carottes étaient cuites, eh bien, ces patients ont évolué vers une insuffisance rénale terminale. Donc, pour revenir là au message concernant ces dernières dias, c'est que le blocage du système rénine-angiotensine peut être envisagé même en cas de maladie rénale chronique stade 4, sous couvert d'une surveillance attentive de la pression artérielle, de la créatinine et du potassium, et chez les patients qui sont faiblement protéinuriques, notamment qui ont une néphropathie vasculaire, eh bien on peut se poser la question de l'intérêt de poursuivre absolument les bloqueurs du système rénine-angiotensine, comme je vous l'ai montré dans l'étude précédente. Alors, question que je vous avais posée tout à l'heure, est-ce que le double blocage a un intérêt? Donc vous m'avez dit que sur la pression artérielle, ça n'avait pas d'intérêt, donc vous n'êtes pas vraiment d'accord avec cette méta-analyse qui avait été publiée il y a quelques années dans Hypertension. Et puis, vous m'avez dit aussi que sur la protéinurie, ça n'avait pas d'intérêt non plus. Eh bien non, oui, quand on poule, ouais, vous voyez, il y en a eu beaucoup, alors avec parfois des petits effectifs, etc. Mais globalement, on voit bien qu'il y a probablement un petit effet sur la pression artérielle et sur la protéinurie. Néanmoins, c'est pas une raison pour se précipiter pour faire du double blocage chez les patients, et ceci a été notamment souligné par l'étude On Target qui réunissait 25 000 patients, donc c'était du lourd, donc c'est une étude menée par un cardiologue, c'est toujours du lourd, et qui a comparé le ramipril au telmisartan, donc IEC versus Zartan, versus le double blocage ramipril-telmisartan. Et donc, à l'arrivée dans cette étude, le résultat principal, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les trois groupes qui étaient à risque cardiovasculaire élevé sur les événements cardiovasculaires et les décès. Donc, pas d'avantage au double blocage. Et en revanche, beaucoup plus d'événements secondaires, comme on pouvait s'y attendre, notamment d'épisodes d'hypotension et d'épisodes d'insuffisance rénale aiguë. Alors, naturellement, les cardiologues ont dit oui, il y a même des malades qui ont été dialysés, etc. Je vous laisse imaginer, quoi. C'est des malades qui ont été déshydratés à un moment donné, gastro-entérite, créate à 500. Ils ont continué leur double blocage, et puis au lieu d'être remplis, ils ont été dialysés. Bon, bref, voilà. Ils ne sont pas arrivés directement en néphrologie. Donc, les patients de on-target ne sont pas des patients à risque rénal élevé. Alors, l'intérêt de on-target, c'est que maintenant, les cardiologues sont bien convaincus qu'il ne faut pas faire de double blocage. Et ça, c'est bon pour nous. Parce que, effectivement, ça n'amène rien sur le plan cardiovasculaire, et ça n'amène que des complications, notamment fonctionnelles rénales. En revanche, le double blocage, et là on n'a pas le temps de développer, en tout cas, un certain nombre de néphrologues pensent, et d'experts néphrologiques pensent, qu'il peut rester utile chez des malades qui sont très protéinuriques. Alors après, il peut y avoir débat, est-ce qu'on titre de façon maximale les IEC, ou est-ce que, éventuellement, avant d'arriver à la dose maximale d'IEC, on rajoute un Zartan au motif qu'il y a des voies de blocage qui sont un petit peu différentes avec le Zartan. Donc ça, c'est un débat un peu complexe, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous verrez encore des malades qui sont double bloqués dans les consultations de néphrologie chez des patients qui sont très protéinuriques. Alors, optimiser l'efficacité des bloqueurs du système rénine-angiotensine, c'est avant tout, parce que ça ne sert à rien de mettre 20 mg de ramipril, 8 mg de trondolapril avec vos malades si, comme mes malades alsaciens, ils bouffent 15 g à 20 g de sel par jour. Donc ça, c'est pour ceux qui viendront à la Société de Néphro au mois d'octobre à Strasbourg, voilà ce qui les attend. Donc, le message, et là j'ai repris encore une fois l'étude Rhin, le message, c'est limiter les apports en sodium, et pour que les bloqueurs du système rénine-angiotensine soient efficaces, il faut que les patients, ce qui est très difficile parfois à obtenir, prennent moins de 6 grammes de sel par jour. Et donc dans l'étude Rhin, on voit bien que c'est le groupe Low Salt Diet qui avait en fait la meilleure survie par rapport aux patients qui prenaient 14 grammes de sel par jour, qui voyaient plonger en termes d'événements rénaux.
Alors, je vais terminer là rapidement. Les autres inhibiteurs du SRA, les autres voies de néphroprotection, c'est les anti-aldostérones, qui ont été testés notamment dans la néphropathie diabétique. Là, je n'ai pas le temps de développer. Ils peuvent être utilisés dans certaines situations et en tout cas doivent nécessiter une surveillance supplémentaire pour notamment le potassium. Les inhibiteurs directs de la rénine ont malheureusement pour eux plongé du fait d'un arrêt prématuré dans l'étude altitude avec trop d'événements. Et pour terminer, je passerai sur les inhibiteurs de SGLT2, donc de transporteurs de glucose, qui peuvent avoir un effet intéressant en termes d'impact sur le feedback tubulo-glomérulaire et permettre de réduire en fait les situations d'hyperfiltration, comme ça a été montré dans une étude récente, chez les malades qui ont une néphropathie diabétique débutante. Les statines, avant-dernière plaque, les statines, elles ont été testées dans l'étude Sharp avec beaucoup d'espoir parce que sur le plan expérimental, les statines ralentissent la progression de l'insuffisance rénale dans certains modèles et vous voyez que dans la vraie vie et en tout cas chez l'homme, eh bien, les statines n'ont pas eu d'effet sur les événements rénaux. Et donc pour terminer, je vous rappellerai les 8 règles d'or de la consultation de néphrologie. Contrôler l'hypertension artérielle chez malades protéinuriques avec des bloqueurs du système rénine-angiotensine. Le débat entre 30 mg, je pense que la microalbuminurie, on peut espérer l'annuler chez des malades qui sont que faiblement albuminuriques, donc entre 30 et 300. Et pour ceux qui sont macroprotéinuriques, déjà les ramener en dessous de 0,5 g par jour, c'est raisonnable. Adapter le régime, notamment les apports en sel, traiter la dyslipidémie pour les événements cardiovasculaires, l'anémie, le tabac, l'exercice physique, et puis éviter les néphrotoxiques. Je vous remercie.